Jusqu'à présent, la data Microsoft avant Fabric, elle était traitée principalement donc soit on-premise, soit via différents composants Azure, plus Power BI en exposition de la donnée. Et le monitoring des coûts, du coup, se faisait comme n'importe quel monitoring de coûts d'une ressource Azure. Voilà. Mais ça allait pas forcément plus loin. Là, on a un petit changement de paradigme en fait avec l'arrivée de Fabric. C'est que désormais, on est sur un modèle capacitaire. Et qui dit modèle capacitaire, en fait, on a une simplification de la vision des coûts d'un point de vue macro. Mais par contre, on n'a pas forcément une opacité, mais ça nécessite un pilotage plus fin au niveau des usages parce qu'on va aller partager des capacités, justement. Et donc, c'est de ce fait-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin qui était réel. On le voyait hein, chez pas mal de clients. Je mets en place Fabric, très bien. J'ai vraiment un gros problème à aller monitorer justement cette consommation de capacité et les coûts qui sont induits par typologie d'expérience et de fonctionnalité au sein de Fabric. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée justement d'aller traiter ce sujet de manière dédiée. C'est comment est-ce qu'on applique une démarche un peu FinOps appliquée à Fabric pour que ce ne soit pas une boîte noire en fait. Donc, les symptômes que l'on retrouve hein, régulièrement, ça va être, on va avoir du mal à les prévoir nos coûts. On va avoir potentiellement de la surconsommation et ce qui implique surconsommation, c'est qu'on va avoir potentiellement des rejets sur des opérations ou des ralentissements. Euh, il y a un risque aussi à l'instar de ce qu'on avait sur du Excel et des macros Excel, de shadow BI un petit peu. Et donc on a une difficulté à savoir qui fait quoi. Donc les leviers pour traiter cette optimisation de coûts et de consommation sous Fabric, c'est un mix entre la planification de l'effort, le choix de licence, bien évidemment, l'architecture mise en place et la capacité à avoir une supervision un petit peu continue des usages. L'idée de cette méthodologie, enfin sur tous ces grands principes, c'est de plutôt être un peu plus proactif et de gagner en visibilité justement sur une possible surconsommation future euh, qui souvent, je dis pas tout le temps, parce qu'il y a selon l'usage, effectivement, parfois il faut augmenter de capacité, mais ce qui souvent est lié aussi à soit une architecture qui est peut-être surdimensionnée, une activité en fait, enfin, des ressources, trop de ressources créées par rapport à l'usage ou l'activité réellement réalisée sur la plateforme. Euh, donc la méthodologie, bon, mine de rien, elle est assez classique. Et l'idée, c'est, euh, c'est, euh, c'est de se permettre d'avoir une vue très schématisée, comme je l'ai montré là, mais qui est de se dire, euh, d'avoir finalement cette matrice coût-usage. Et donc pour ce faire, bah, premièrement, évidemment, il faut connaître son périmètre. Qu'est-ce qui constitue notre plateforme de données? Alors, souvent maintenant, et dans nous, c'est notre cas, hein, il est constitué principalement d'une capacité fabrique et de licence Power BI, mais potentiellement, effectivement, on pourrait avoir un legacy au cas par cas sur des ressources Azure spécifiques. Donc, il faut dresser l'inventaire. Deuxièmement, c'est regrouper les sources de coûts. Donc pour ce faire, bah, en fait, effectivement, première chose, c'est de se rendre sur l'Azure Cost Management, explorer les coûts focus, connaître un petit peu sa facturation fabrique, son stockage OneLake, même si je suis d'accord avec vous, c'est plutôt peanuts regard du coût global. Savoir si effectivement on a des réservations en cours. Je ne sais pas si vous êtes au fait de cela, mais on a effectivement deux choix, deux modalités d'engagement sur une capacité, c'est à l'usage pay as you go ou en réservation. Mais si on est sur une réservation, on est sur un engagement de 12 mois.
Euh, et donc, du coup, bah, les coûts induits ne sont pas forcément les mêmes, mais potentiellement aussi, on va avoir, peut-être si on doit passer à un moment donné sur un échelon supérieur, on va devoir aller réserver une capacité supplémentaire ou prendre une capacité à l'usage on top d'une réservation déjà prise en compte. Et il y a la possibilité d'activer de l'autoscale aussi, de la mise à l'échelle automatique. Ça va être plutôt au cas par cas sur une capacité dite pay-as-you-go. Bon. L'idée, c'est d'avoir effectivement, via l'Azure Cost Management, des informations très macro sur ces sources de coûts. La problématique de l'Azure Cost Management, quand on repose notre plateforme de données sur du Fabric qui se concentre autour d'une capacité, c'est que ça va être vraiment assez opaque sur ce qui se retrouve au sein de cette capacité et ce qui consomme. Bon, pour ce faire, il y a un outil qui s'appelle le Capacity Metric App, mais qui nous donne une vision d'un point de vue capacity unit, mais qui ne se traduit pas en coût pour l'instant. Donc, l'idée, via la consolidation de ces deux outils, Azure Cost Management et Capacity Metric App, c'est justement de rapprocher les usages au coût, à la facture réellement qu'on va payer. Et donc, c'est de créer cette matrice. La matrice, ça va nous permettre du coup d'avoir une information aussi sur qui consomme quoi, où et quand. Potentiellement, si nécessaire, dans un processus plus global, faire de la refacturation, éventuellement, par centre de coût. Et les arbitrages qu'on va pouvoir faire les leviers d'optimisation qu'on va pouvoir activer, ils vont être d'autant plus intéressants si on a une granularité la plus fine possible et donc vraiment jusqu'à l'objet, on va dire, jusqu'au data flow qu'on est en train d'exécuter, au notebook exécuté, vraiment jusqu'à l'item qui va aller consommer ou l'opération qui va aller consommer de la capacité. Donc pour ce faire, on va s'appuyer sur plusieurs outils. Azure Cost Management, je vais passer très vite, mais comme je le disais, ça vous donne de la visibilité sur votre facturation. Alors il y a quand même des petits outils qui sont intéressants dessus. C'est déjà le fait de créer une structure, donc avec des ressources groupes liées à votre souscription, du coup de lier certaines ressources à ces ressources groupes et donc aussi d'appliquer éventuellement des tags via des règles automatiquement à certaines ressources. Ça, déjà, ça peut vous donner une information. Si vous liez des tags, par exemple, à des centres de coûts, ça peut vous donner une idée déjà par centre de coûts de qui consomme quoi. Mais ça reste très macro. Vous avez quand même la possibilité, mine de rien, d'avoir des budgets que vous pouvez créer. Alors, les budgets, ça ne va pas évidemment euh, bloquer votre consommation, mais ça va vous alerter sur un budget que vous auriez alloué. Donc, vous pouvez être déjà alerté sur des coûts réels par rapport à des coûts que vous auriez estimés. Donc, ça, c'est des petites fonctionnalités qui sont quand même intéressantes, les premières choses à mettre en œuvre sur l'Azure Cost Management, mais ça reste, encore une fois, très macro. Il y a la Capacity Metric App ensuite, qui, elle, cette fois-ci, on va dire, s'affranchit de la notion financière, mais donne un focus assez granulaire sur la consommation de capacité par opération. Donc, on a le nombre de CU par workload utilisé, on va avoir le pourcentage d'opérations en arrière-plan versus les opérations interactives qui ne vont pas consommer la même chose d'un point de vue capacitaire. Des opérations facturables versus celles qui ne le sont pas. Parce qu'en fait, toute opération faite, même un changement d'interface, du clic-bouton sur la plateforme, en soi, consomme de la capacité. Mais c'est juste que nous, on affiche et ce qui nous intéresse, c'est seulement la capacité qui est dite facturable. On va avoir une visibilité sur la limite en pourcentage de capacité. Et ensuite, on va avoir aussi pas mal d'informations sur tout ce qui concerne le throttling. Mais imaginons qu'on ait une limite de capacité. Vous voyez des pics qui dépassent, et vous avez des creux. Globalement, le bursting, c'est la capacité à dépasser la limite. Le smoothing, c'est la capacité à absorber les pics dans des creux sur une limite de temps. Et tant que vous êtes, donc en fait, nativement, Fabric va aller lisser toute la consommation sur une période de temps. Je crois que c'est des tranches de 10 minutes.
Et ensuite, globalement, si vous ne dépassez pas, tout va bien. Si vous dépassez sur une durée trop importante en moyenne votre capacité, c'est là où vous êtes impacté par du throttling. Le throttling, c'est finalement des mesures de prévention en fait au surendettement, je dirais. Et donc en fait, on va vous ralentir certaines opérations, on va vous ralentir les opérations interactives. Dans un second temps, si vous continuez, on va vous rejeter les opérations interactives. Et dans un troisième temps, on vous rejettera les opérations en background. Opération interactive, j'entends le fait d'aller créer des éléments dans Fabric ou d'aller manipuler un rapport Power BI. Opération d'arrière-plan, j'entends une actualisation d'un modèle sémantique, un pipeline qui serait en train de tourner en background ou un notebook qui serait exécuté, planifié. Ça, c'est des opérations en background. Voilà. Donc cette capacity metric app, elle est ultra nécessaire, mais je suis d'accord, elle est très compliquée à lire, et donc beaucoup de personnes l'installent, mais ne l'utilisent pas. C'est pour ça qu'il y a deux autres outils qui ne sont pas des outils officiels Microsoft, mais qui sont créés par la communauté Microsoft et largement utilisés sur des modèles un peu industrialisés et créés par des employés Microsoft tout de même. Donc c'est des choses qui sont mises à jour continuellement. Il y a le premier outil qui est le Fabric Cost Analysis. Ce Fabric Cost Analysis, son intérêt, c'est qu'en fait, il va aller capter les exports de factures Focus provenant de l'Azure Cost Management et il va aussi capter les informations de la Fabric Cost Analysis. Pardon, de la Capacity Metric App. Et donc, en rejoignant ces deux informations, il est capable de donner un coût et non plus une consommation en capacity unit par workload. En fait, vous avez un petit peu la traduction de votre capacity metric app, mais d'un point de vue financier, dans la Fabric Cost Analysis. Et au-delà de ça, il vous donne aussi une information un petit peu plus macro. Pourquoi? Parce que il vous renseigne aussi sur votre stockage OneLake. Il vous renseigne aussi sur si vous avez plusieurs capacités, sur ce que vous avez en réservation, ce que vous payez en pay-as-you-go. Il peut faire une simulation aussi de la traduction de vos coûts si vous changez de mode d'engagement. Il vous donne aussi une information sur les budgets que vous auriez déjà créés sous Azure. Et vous avez la capacité, enfin, il y a nativement aussi dans cet outil un data agent. Alors, attention avec la data agent parce que c'est des choses qui sont très consommateurs en termes de capacité, mais c'est la capacité d'aller interroger en langage naturel le rapport que vous voyez là. Donc, vous avez la possibilité de lire le rapport, de naviguer dans l'interface. Vous avez aussi la capacité d'aller interroger les données sous-jacentes via un data agent. Et le dernier outil, dernier en date, c'est le Fabric Unified Admin Monitoring. En termes d'architecture, c'est similaire au FCA. C'est un package. Vous créez un rapport, un espace de travail dédié. Il est constitué de notebooks, d'un lakehouse, d'un rapport. Et par contre, en termes de fonctionnalité, c'est un outil, par exemple, c'est un vrai cockpit de monitoring qui ne va pas seulement suivre la consommation financière ou en termes de capacité, mais qui va vraiment vous donner une information globale sur la gouvernance de votre plateforme, d'un point de vue paramètres, par exemple, qui auraient été implémentés, les paramètres du portail d'administration, l'activité de vos utilisateurs, les usages et l'adoption de certains rapports, le respect de bonnes pratiques, les informations aussi sur la capacité. C'est pour ça que je dis que la capacity metric app, vous ne l'utiliserez plus, parce qu'en fait, vous aurez une vision similaire, mais je dirais mieux intégrée dans le FUAM. Par contre, ça ne vous donnera pas la partie financière. C'est pour ça que le FCA, l'outil d'avant, est complémentaire. Mais celui-ci est très intéressant aussi parce qu'il vous donne un historique plus long. Donc en fait, il conserve des informations sur le long terme, là où les outils natifs de Fabric, qui sont aussi plus limités en fonctionnalité, comme l'outil de monitoring, en fait, il va vous donner une information, je ne sais plus, à 90 jours ou
en fait, vous êtes très limité sur l'historique. Là, vous avez un historique, euh, euh, on va dire, le plus long possible, et vous avez la possibilité d'aller interroger chaque time point sur sur chacune des activités. Donc, que ce soit sur de l'activité utilisateur, sur des paramètres du portail d'administration, vous pouvez voir à quel moment quel paramètre a été changé. Donc, en fait, pour traquer et monitorer l'activité de la plateforme, c'est idéal. Nous, on a décelé trois grandes catégories. La première, c'est l'optimisation sur les licences Power BI. La seconde, c'est sur les capacités. Et la troisième, c'est globalement réduire le shadow et le gaspillage. Donc, les licences Power BI, c'est de rationaliser l'assignation de licences. C'est bête et méchant à dire, mais en fait, souvent, on assigne des licences Power BI à des gens qui n'utilisent pas Power BI. Donc, rien que ça, en fait, déjà, ça apporte une première économie. Deux, c'est d'objectiver l'usage d'un point de vue premium ou pas premium. Il y a pas mal de fois où il y a des personnes qui sont équipées de licences premium ou des rapports ou des espaces de travail qui sont affectés sur des niveaux premium, alors qu'en fait, le Power BI sous-jacent et le dataset sous-jacent, du pro suffit. 3, c'est la F64. Donc vous êtes concerné par ça. Donc en fait, vous bénéficiez de l'économie faite sur les consommateurs de rapports. Donc ça, c'est idéal. Et le point mort, on l'estime plus ou moins à 250 licences. Deuxième point, c'est l'ajustement sur les capacités. Alors, on a tendance à aller acheter une grosse capacité, justement comme vous, F64 ou F128, et puis ensuite la partager surtout. La problématique, c'est qu'avec ça, c'est qu'on a du mal à aller. Enfin, on n'a plus d'isolation, en fait. Mm. Et l'isolation, elle fait quand même sens, soit par environnement, même s'il y a des garde-fous qui, finalement, on va dire, remettent un peu en cause le fait d'aller segmenter par environnement, mais c'est surtout par usage spécifique. On va avoir des usages copilotes dans Fabric qui sont très consommateurs en termes de capacité, et donc on va avoir tendance à aller dédier une capacité copilote, enfin, une capacité pour copilote. Dès que vous avez des usages en temps réel, c'est très consommateur, donc ça peut faire sens d'aller isoler euh, la production sur de l'usage en temps réel sur une capacité dédiée. Ça permet aussi d'aller responsabiliser certaines équipes, parce qu'en fait, elles ont leur propre capacité, et donc elles ne le partagent pas avec tout le monde. Deuxième point, c'est de capitaliser sur le smoothing. Donc là, c'est l'idée d'aller étaler les opérations en background, idéalement dans les fenêtres creuses, donc pas dans les heures de bureau, et donc éviter la concurrence avec les opérations interactives. Donc dès qu'on a de l'opération de développement ou qu'on a un risque de manipulation rapport Power BI, bah, en fait, le mettre en concurrence avec des opérations en background, ça peut engendrer des pics inutiles. Euh, il y a cet arbitrage entre le pay-as-you-go et la réservation qui est intéressant. Euh, les deux ont leur intérêt, c'est-à-dire que la réservation, effectivement, vous appliquez un discount de 40% par rapport à une capacité pay-as-you-go activée plein temps. Mais si vous n'utilisez pas à plein temps, donc c'est souvent les phases de ramp-up ou de développement, bah, une pay-as-you-go, elle peut avoir du sens, surtout si vous automatisez la mise en pause, par exemple, de votre licence sur les vacances ou sur enfin, la nuit quand il n'y a pas d'opération qui tourne. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Et enfin, il y a un mécanisme qui peut être intéressant aussi, c'est le showback chargeback. Il y a une petite application qui est en pré-version qui va arriver bientôt en General Availability, mais c'est le fait d'aller orienter les comportements en montrant par domaine qui a consommé quoi. Pour l'instant, on ne voit pas par domaine. Le domaine, quand vous l'intégrez dans Fabric, il a plutôt un sens organisationnel, mais il n'a pas de sens en termes de capacité. Donc maintenant, on va être capable d'aller montrer par domaine qui a consommé quoi. Et bah, potentiellement, derrière, ça implique que vous pourriez refacturer. Ça, c'est le mécanisme de chargeback. Troisième grosse catégorie d'optimisation, c'est la réduction du gaspillage. Donc ça, c'est globalement identifier bah, les rapports, recenser tous les rapports non utilisés ou peu utilisés, les espaces de travail non actifs, et donc
ça vous permet d'aller arbitrer sur ce qui doit être conservé ou pas. Le FUAM, là, le quatrième outil dont je vous ai parlé, il est hyper pertinent pour ça, parce qu'on voit vraiment au détail près l'utilisation dans une période de temps ou les utilisateurs qui sont actifs ou qui ne le sont pas. Deuxième point, c'est souvent ce qu'on va retrouver, c'est les modèles sémantiques très coûteux. Euh, Surtout à l'époque où on n'avait que du Power BI, parce qu'en fait, les gens avaient tendance à déporter toute la transformation directement dans Power Query et pas sur des data flows dédiés. Donc on allait souvent avoir des duplications de tables ou, et on allait avoir finalement des datasets très importants. Là, l'idée, bah, c'est justement d'optimiser ces modèles-là, soit bah, en réduisant la taille du modèle en enlevant les colonnes inutiles, en réduisant la cardinalité des colonnes, donc le nombre de valeurs distinctes, en mettant en place du rafraîchissement incrémental et pas de l'import classique. Donc là, on n'importerait que le delta ou ce qui a été mis à jour sur une période de temps. Mettre en place des agrégations. Voilà, il y a plein de mécanismes, le direct lake, plein de mécanismes qui permettent d'aller réduire la taille des modèles sémantiques. Le dernier point, c'est euh, euh, faire en sorte que les opérations en batch, justement, euh, ne se chevauchent pas avec l'interactif. Ça fait un peu le lien avec la capitalisation sur le smoothing. Et il y a deux, maintenant, c'est même, ça est arrivé récemment, il y a deux petites fonctionnalités qui peuvent être intégrées à des pipelines d'orchestration, qui sont l'Optimize et le Vacuum. L'Optimize qui va avoir une fonction de compression des écritures et donc réduire du coup bah, la taille des écritures et de ce fait-là bah, réduire la capacité ordonnée par le pipeline et consommée par le pipeline. Et les opérations de vacuum, elles qui sont des opérations de nettoyage de logs plutôt sur vos moteurs de stockage type Lakehouse. Voilà. Ouais. Ça, je ne vais pas vous en parler, parce que je le mettrai dans la présentation Mm, qui vous sera partagée. Mais je voulais parler des garde-fous. Alors, mm, en fait, je voulais vous parler finalement de comment est-ce qu'on industrialise. ok. Ça, je vais en parler rapidement parce qu'on en a déjà parlé. Mais là, c'est globalement un résumé de votre stack de monitoring de coûts. C'est l'Azure Cost Management et les exports induits qui constituent la vérité financière. La Capacity Metric App qui a un prérequis qui vous permet d'aller capter les drivers de coûts. La Fabric Cost Analysis qui vous donne la vue consolidée finalement entre ces deux outils-là et donc du coup qui vous donne une information financière selon vos drivers de coûts. La Fabric Unified Admin Monitoring qui elle vous donne une vision globale sur la gouvernance et l'adoption et l'usage de votre plateforme avec un historique long et Mm, des time points. Donc, ça veut dire que toute activité est tracée et donc vous êtes capable d'aller voir tout ce qui a été fait, à quel moment, par qui, ce genre de choses. Et la dernière petite app là qui va arriver bientôt, qui sert à aller définir qui consomme quoi d'un point de vue utilisateur et domaine. C'est les premiers garde-fous à mettre en œuvre. On va avoir une fonctionnalité qui s'appelle le Surge Protection, ça, c'est le nom en anglais. Donc c'est protection contre la surtension. mm. Vous avez la possibilité d'activer une limite de consommation par capacité sur vos opérations en background, pas les opérations interactives, juste sur les opérations en background. Ça va arriver sur les interactives. J'avais déjà posé la question, mais pour l'instant, c'est que sur les opérations en background. Là je vais passer très vite, mais globalement, il y a aussi un des garde-fous, c'est dans le portail d'administration, vous pouvez restreindre plein d'activités pour les utilisateurs aussi. Mm, mm. Et le dernier point, c'est de mettre quand même en place certaines règles de gouvernance, à savoir la mise en place de domaines. Ça a vraiment plutôt une vocation organisationnelle, mais Mm. c'est quand même hyper intéressant parce qu'on voit globalement euh, qu'est-ce qui a affecté à quel département, ce genre de choses. On a la capacité de mettre des flux de tâches aussi. Alors, le problème du flux de tâches, c'est qu'ils ne sont pas déployés via les pipelines de déploiement. Donc, en fait, souvent, on les a en dev, mais pas en prod.
mais c'est des éléments qui permettent de s'organiser. C'est tous les tasks que vous voyez en bas à droite, là, Mhm. ici en couleur. Mettre en place une nomenclature, bah, mine de rien, là, moi, je suis en train d'auditer l'instance fabrique d'un client, là. Bah, il y a zéro nomenclature, c'est une vraie pollution, quoi. On a du mal à s'y retrouver. Donc voilà. Et donc, notre petite checklist pour terminer, c'est en quick win, c'est cartographier un petit peu vos coûts, activer les exports, installer la capacity metric app, déployer les deux outils dont je vous ai parlé, mettre en place les premiers garde-fous, donc protection contre la surtension, restriction d'utilisateurs et les règles de gouvernance dont je vous parle. Mhm. Et après, vous pouvez rentrer sur une démarche un peu d'amélioration continue long terme et de vous poser la question sur la segmentation de vos capacités, votre rationalisation de licences, le nettoyage et mettre en place une routine avec des alertes